Dans un pays épuisé par des années de guerre, 2 chiffres résument l'impasse et la bascule. Sous la pression d'attaques répétées, de villages incendiés et de routes coupées, une mobilisation intérieure inattendue commence pourtant à inverser lentement la courbe de la peur collective. Au centre de ce sursaut, Ibrahim Traoré incarne une promesse de souveraineté. Et si la sécurité pouvait enfin venir d'abord de l'intérieur, portée par des volontaires anonymes, derrière ces fronts mouvants, une autre bataille s'ouvre déjà, plus silencieuse, autour de l'avenir même du Burkina Faso et de la place de son peuple dans la région. Au-delà du premier choc, une question persiste. Jusqu'où ce sursaut intérieur peut-il réellement mener un pays encore marqué par les ruines et les traumatismes ? La promesse centrale est simple et décisive. Restaurer la sécurité par la force collective intérieure. Un principe qui redéfinit entièrement la manière dont les communautés envisagent leur avenir. Mais cette promesse, aussi ambitieuse soit-elle, s'accompagne d'un risque tangible. Si l'élan populaire s'essouffle ou si les pressions extérieures s'intensifient, la fragile cohésion nationale pourrait vaciller à nouveau. Pourtant, cette même incertitude ouvre une fenêtre stratégique. Les villages qui l'ont recommencé à se relever, les volontaires qui se forment, les zones reprises qui retrouvent une activité lente mais réelle. Autant de signes qui suggèrent que l'effort collectif peut devenir un levier durable. La clé réside dans la continuité, dans la capacité du pays à transformer les victoires locales en une dynamique nationale et surtout dans la manière dont chaque communauté accepte d'assumer une part de responsabilité dans la reconstruction. Mais un pays peut-il maintenir cet élan sans retomber dans la dépendance extérieure ? En l'espace de quelques mois, des dizaines de bases terroristes ont été démantelées. Un chiffre qui éclaire soudain l'ampleur du renversement en cours. Ce volume inédit d'opérations, appuyé par des frappes aériennes précises et une mobilisation populaire élargie, révèle une transformation militaire et psychologique qui avait longtemps semblé impossible pour un pays meurtri. Cette progression, perceptible dans plusieurs villages libérés, prend racine dans une réalité plus profonde. Pendant des années, le Burkina Faso a vécu sous la menace constante de groupes armés, héritage direct d'une instabilité régionale qui a ravagé toute la bande sahélienne. Les campagnes abandonnées, les foyers détruits, les axes coupés, tout indiquait un pays au bord de l'effondrement, incapable de reconstruire un tissu social fragilisé par la peur. C'est dans cette obscurité qu'a émergé Ibrahim Traoré, d'abord comme officier confronté à ces réalités, puis comme dirigeant décidé à replacer la souveraineté intérieure au cœur de la lutte. Sous son impulsion, les VDP, des volontaires sans formation militaire initiale, sont devenus un pilier stratégique. Non pas une force d'appoint, mais un moteur populaire capable de défendre des villages comme Boul du Mouhoun ou Séno, où hommes et femmes ont choisi de prendre part à la protection collective. Cette dynamique intérieure, que beaucoup avaient sous-estimée, a redonné une cohésion qui manquait cruellement au pays. En parallèle, les unités d'élite ont frappé des positions stratégiques dans des zones reculées, tandis que les drones surveillaient et neutralisaient des convois ennemis qui semblaient autrefois insaisissables. L'effet combiné de ces actions a permis aux populations de reprendre leurs champs, aux commerçants de rouvrir leurs étals et aux familles de retrouver un semblant de vie normale. Mais cette avancée ouvre une interrogation essentielle. Cette réorganisation militaire et communautaire peut-elle tenir face aux pressions extérieures et aux fractures encore présentes au sein du Burkina Faso ? Dans cette phase encore fragile de reconstruction, un acteur central sert de fil conducteur. La population elle-même, soutenue par une vision que Ibrahim Traoré présente comme un retour à la souveraineté par l'engagement civique. Au-delà de l'armée régulière, ce sont les volontaires qui donnent le premier signal d'un basculement durable, en ramenant une forme d'ordre dans des zones que l'État avait perdues depuis longtemps. Le premier cas marquant se déroule à Boul du Mouhoun. Dans ce village longtemps déserté, des groupes de vigilance se sont formés spontanément autour de quelques habitants décidés à ne plus céder 1 mètre de terrain. Leur rôle n'était pas uniquement défensif. Ils guidaient les familles revenues, sécurisaient les chemins menant aux champs et rétablissaient une continuité minimale entre les hameaux. Ce travail, modeste en apparence, a permis d'amorcer un retour à la normalité qui paraissait inimaginable quelques mois auparavant. Un second exemple se trouve à Séno,
où des volontaires ont accompagné la reprise d'infrastructures essentielles. Ici, les habitants ont aidé à réhabiliter un ancien poste abandonné, devenu un point d'appui pour les forces présentes dans la zone. Le simple fait de voir civils et militaires travailler ensemble a envoyé un signal fort. Le territoire pouvait être repris, brique après brique, par ceux qui y vivaient. Ces scènes dispersées, mais répétées, indiquent une chose. L'impulsion donnée par Ibrahim Traoré n'a de sens que parce qu'elle se prolonge dans l'action quotidienne des communautés. Elle montre que les premières retombées ne se mesurent pas seulement en kilomètres sécurisés, mais en liens retrouvés et en responsabilités partagées. L'enjeu, désormais, est clair. Maintenir cette dynamique malgré les risques encore omniprésents. La séquence s'accélère dès que les premières zones reprises confirment un changement réel sur le terrain. Le déclencheur apparaît dans les villages isolés où les attaques répétées avaient paralysé toute activité. Une réorganisation discrète mais déterminée des forces locales. Les habitants, encouragés par les volontaires, réoccupent progressivement les terres où la peur dictait autrefois chaque geste. Cette réappropriation, timide au début, devient le point de départ d'une dynamique plus large. Puis vient l'étape suivante. Les unités d'élite, entraînées pour frapper vite, ciblent les positions tenues par les groupes armés dans des zones reculées. Leur progression est méthodique. Reconnaissance, infiltration, neutralisation. Chaque opération ouvre un corridor que les forces régulières sécurisent ensuite. Ces avancées, longtemps jugées difficiles, se transforment en une série de percées successives. Les camps cachés sont démantelés, les caches d'armement sont récupérées, les routes autrefois coupées redeviennent praticables. Au même moment, les drones prennent une place centrale dans l'architecture défensive. Ils observent, ils suivent, ils identifient les déplacements ennemis dans des zones où l'armée ne pouvait autrefois s'aventurer sans risque. Leur précision réduit les pertes humaines burkinabées tout en affaiblissant les lignes logistiques adverses. Peu à peu, l'ennemi perd son avantage de mobilité. C'est à ce stade que l'impulsion politique s'affirme davantage. Ibrahim Traoré insiste sur le rôle des VDP, non pas comme une force marginale, mais comme une composante incontournable de la défense nationale. Leur présence change la nature même du conflit. La guerre ne repose plus uniquement sur des opérations militaires, mais sur une mobilisation diffuse, ancrée dans chaque village. À Boul-du-Mouhoun, l'effet est immédiat. L'arrivée coordonnée des volontaires et des forces régulières permet de stabiliser une zone considérée comme perdue. Les familles reviennent, les champs sont retravaillés, les marchés reprennent vie, l'espoir, longtemps absent, s'invite dans le quotidien. À CNO, la logique est similaire. Un poste abandonné est réhabilité et sert de point d'appui pour sécuriser les alentours. Les habitants participent aux patrouilles de vigilance. Les axes secondaires, essentiels pour le commerce local, sont progressivement rouverts. Cette reconstitution de la vie civile, étape par étape, devient un indicateur clair de la progression. Vient ensuite la phase de consolidation. Les forces armées, appuyées par les volontaires, repoussent l'ennemi hors de plusieurs territoires. Une partie du sol national, autrefois sous domination terroriste, est récupérée en quelques mois. Des dizaines de bases hostiles sont détruites. Des milliers d'armes sont saisies. Ces résultats ne sont pas seulement militaires. Ils ont un poids psychologique immense pour la population. L'après-coup est tout aussi déterminant. Les civils reprennent leurs activités, les enfants retournent à l'école, les commerçants réinstallent leurs étals. L'atmosphère change, même dans les zones proches des anciens foyers d'insécurité. La reconstruction s'accompagne d'un nouveau sentiment de cohésion, souvent considéré comme l'un des effets les plus profonds de cette mobilisation nationale. À travers cette succession d'événements, une idée revient avec insistance. La stratégie mise en place n'aurait pu fonctionner sans l'alliance entre forces régulières, VDP et population locale. C'est cette articulation, renforcée par la vision d'Ibrahim Traoré, qui a permis de transformer une situation désespérée en dynamique ascendante. Le point de départ est clair. Pendant des années, le pays accumulait les revers militaires et perdait progressivement le contrôle de larges portions du territoire. Le basculement survient lorsque les opérations coordonnées permettent de détruire des dizaines de bases terroristes en quelques mois,
un delta qui illustre l'ampleur du redressement stratégique. Ce changement, longtemps jugé hors de portée, résulte d'une combinaison rare entre surveillance aérienne, mobilisation communautaire et réorganisation du commandement. Le premier indicateur significatif concerne le nombre de bases terroristes démantelées. Selon les opérations menées, des dizaines de bases ont été détruites sur une période courte. Cette valeur montre un saut opérationnel majeur car la destruction d'un tel volume nécessite simultanément coordination, renseignement et capacité de neutralisation. Le deuxième indicateur porte sur les centaines de kilomètres de terrain repris, une estimation tirée des zones libérées et des axes rouverts. Cette mesure traduit non seulement un gain territorial, mais aussi la capacité à y maintenir une présence stable. Elle reflète une sécurisation qui repose autant sur les forces régulières que sur les VDP. Le troisième indicateur concerne les milliers d'armes récupérées après les opérations conjointes. Ce résultat souligne l'effondrement logistique des groupes armés, dont une partie de la puissance reposait sur la capacité à circuler et à se réarmer. La saisie d'un tel volume modifie durablement la dynamique du conflit en réduisant les risques d'attaques futures. Ces trois indicateurs, pris ensemble, décrivent une transformation en profondeur de la stratégie nationale. Mais ce qui rend cette évolution réellement notable, c'est son articulation avec la mobilisation populaire. Les volontaires ne se contentent pas d'appuyer l'armée. Ils sécurisent les villages, transmettent les informations, reconstruisent les infrastructures essentielles. Leur présence crée un maillage humain que les groupes armés ont de plus en plus de mal à traverser. À Boul-du-Mouhoun, les habitants ont mis en place des groupes de vigilance qui ont permis aux familles déplacées de revenir s'installer progressivement. Le simple fait de pouvoir retravailler les champs marque un tournant psychologique majeur. Les habitants reprennent confiance dans leur capacité à vivre sans craindre une attaque à tout moment. À Séhéno, la réhabilitation d'un poste abandonné a permis de stabiliser une zone entière. Les patrouilles communes entre civils et militaires ont donné aux commerçants la possibilité de rouvrir leurs échoppes. Cette collaboration, répétée sur plusieurs sites, montre que la cohésion civile-militaire n'est plus marginale mais structurelle. Dans l'analyse globale, la ligne directrice, mise en avant par Ibrahim Traoré, se confirme. La sécurité vient d'abord de l'intérieur. Cette orientation n'est pas une simple déclaration politique, mais une dynamique observable sur le terrain, où chaque victoire militaire se double d'un gain psychologique et communautaire. Le poids de ces résultats ne se limite pas au Burkina Faso. Dans la région, des pays comme le Mali et le Niger observent cette montée en puissance d'un modèle reposant sur la souveraineté intérieure. Ils y voient la preuve qu'un pays peut rétablir un équilibre sans dépendre totalement de l'aide extérieure. La question essentielle demeure. Cette dynamique fondée sur trois progrès mesurables pourra-t-elle se consolider durablement ou risque-t-elle d'être fragilisée par de nouvelles pressions internes et régionales ? Deux lectures opposées émergent lorsque l'on observe la progression actuelle du Burkina Faso. La première met en avant une thèse optimiste. L'alliance entre forces armées, volontaires et communautés locales représenterait un modèle inédit dans la région capable de restaurer durablement la sécurité sans dépendance extérieure. Selon cette approche, la mobilisation intérieure constitue la preuve qu'un peuple peut reprendre le contrôle de son destin lorsque l'État redonne une place centrale aux initiatives communautaires. Les opérations coordonnées, les bases démantelées, les villages réoccupés et les axes rouverts tendent à conforter cette vision. La seconde lecture adopte un angle plus prudent, voire sceptique. Elle souligne que les dynamiques communautaires, bien qu'efficaces dans l'immédiat, peuvent être fragiles à long terme si elles ne sont pas soutenues par des institutions solides, une réorganisation durable des forces de sécurité et un cadre politique capable d'absorber les tensions internes. Elle rappelle également que des pressions extérieures persistent et que les groupes armés, bien que affaiblis, n'ont pas disparu. Le retour à la normale dans certains villages ne garantit pas que les mêmes zones ne seront pas ciblées à nouveau, notamment dans les régions où les lignes d'approvisionnement ennemies restent présentes. Face à ces deux positions, un point intermédiaire émerge, appuyé par les faits observés dans les villages de Boul-du-Mouhoun, Séhéno ou Banssa. Les actions communautaires n'agissent pas seules. Elles s'articulent avec des opérations militaires précises, des drones capables d'identifier et de neutraliser les convois ennemis, et une reprise progressive d'infrastructures essentielles. Cette combinaison
visible dans les territoires regagnés et les marchés qui rouvrent, montre qu'il existe un équilibre entre mobilisation populaire et stratégie étatique. Autrement dit, la progression actuelle n'est pas une illusion optimiste, mais elle n'est pas non plus un acquis absolu. Sa solidité dépendra de la capacité du pays à maintenir ce double pilier. Un engagement communautaire soutenu et une structure institutionnelle capable d'en faire un levier durable. Un tournant silencieux apparaît. C'est dans cette phase intermédiaire, souvent négligée, que se révèle l'ampleur réelle du changement. Alors que les premières victoires militaires avaient déjà marqué une rupture, un autre basculement se joue, celui de la recomposition sociale dans les villages libérés. Les habitants ne se contentent plus de survivre. Ils recommencent à agir, planifier, reconstruire. À Boul-du-Mouhun et Séhéno, cette mutation est visible à l'œil nu. Les familles revenues investissent à nouveau les terres abandonnées, les équipes locales réhabilitent des postes clés et les groupes de vigilance assurent une sécurité continue. Ce tissu social, longtemps fragilisé, se retisse à grande vitesse. Cette évolution prouve que la défense n'est plus seulement affaire de militaires, mais le fruit d'un élan collectif désormais enraciné. Au centre de cette dynamique, l'orientation donnée par Ibrahim Traoré joue un rôle structurant. Sa ligne directrice, la sécurité venant d'abord de l'intérieur, trouve ici sa validation la plus concrète. L'implication civile n'est plus optionnelle. Elle devient la condition de stabilité pour les mois à venir. Cette révélation modifie radicalement la lecture de la situation. Ce qui semblait être une réponse militaire devient un mouvement national, porté autant par la volonté politique que par la résilience quotidienne des communautés. Les effets concrets des transformations en cours se lisent différemment selon les groupes impliqués. 4 catégories: population civile, activités économiques locales, institutions nationales et environnement régional permettent de mesurer l'impact réel des évolutions amorcées sous la conduite d'Ibrahim Traoré. Du point de vue de la population, pour les habitants des villages de Boul-du-Mouhun, Séhéno ou Bonsa, le changement se manifeste d'abord par un retour tangible à la vie quotidienne. Les familles, autrefois dispersées par la violence, reviennent occuper leurs maisons. Les enfants reprennent le chemin de l'école lorsque les zones sont sécurisées et que la présence des groupes armés se réduit. Le simple fait de pouvoir retravailler les champs ou fréquenter les marchés représente un tournant psychologique majeur. La peur qui gelait les déplacements recule, remplacée par une énergie nouvelle, alimentée par la cohésion créée autour des volontaires. Du point de vue des activités économiques locales, dans les zones libérées, les commerçants rouvrent leurs étals et les petites activités reprennent. Les axes secondaires, longtemps impraticables, redeviennent fonctionnels, permettant aux producteurs agricoles de transporter leurs biens. Le redémarrage de ces micro-activités économiques constitue un levier essentiel. Il assure une forme de stabilité matérielle et empêche les villages de retomber dans une dépendance totale à l'aide extérieure. La relance reste fragile, mais elle marque une rupture importante avec les années où toute vie économique avait été paralysée par les attaques. Du point de vue des institutions nationales, pour l'appareil étatique, l'effet notable est la reconstitution d'une présence opérationnelle dans des territoires abandonnés. La réhabilitation de postes abandonnés, comme celui de Séhéno, illustre une récupération progressive de l'autorité nationale. Les opérations militaires coordonnées, combinées au rôle des VDP, renforcent l'idée que la sécurité venue de l'intérieur, concept défendu par Ibrahim Traoré, n'est plus seulement un principe politique, mais une réalité observable. Cette dynamique contribue à restaurer une confiance minimale entre citoyens et institutions, étape indispensable pour reconstruire un pays marqué par les fractures. Du point de vue de l'environnement régional, les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, observent attentivement cette transformation. Le modèle burkinabé, reposant sur la mobilisation intérieure et la souveraineté, constitue pour eux une source de réflexion et parfois d'inspiration. Ils y voient un exemple régional de résistance organisée, capable de réduire la dépendance aux partenaires extérieurs tout en renforçant la cohésion nationale. Cette nouvelle posture du Burkina Faso contribue à redéfinir certains équilibres régionaux, en particulier dans la lutte contre les groupes armés et dans la quête de stabilité au Sahel. À travers ces 4 axes, les impacts s'entrecroisent. Chaque avancée locale nourrit une dynamique nationale.
tandis que chaque consolidation institutionnelle renforce l'image du pays à l'échelle régionale. La question centrale reste néanmoins ouverte. Cette progression pourra-t-elle survivre aux tensions internes et aux pressions extérieures qui persistent? À mesure que le pays avance dans une phase décisive, 3 trajectoires possibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Ces scénarios ne reposent pas sur des spéculations abstraites, mais sur les dynamiques observées dans les zones libérées, les villages en reconstruction et la mobilisation intérieure qui structurent désormais la vie nationale. Dans le scénario de base, une stabilisation progressive est envisagée. Dans cette configuration, le Burkina Faso consolide les acquis obtenus grâce à la mobilisation communautaire et aux opérations coordonnées. Les villages libérés continuent à se réorganiser. Les infrastructures essentielles, comme les routes et les écoles, se stabilisant, les volontaires restent actifs dans les mécanismes de vigilance. La reprise des micro-activités économiques renforce une normalisation graduelle. Ce scénario suppose toutefois une vigilance constante, car les groupes armés, bien qu'affaiblis, n'ont pas disparu. La stabilité reste possible, mais dépendante de la capacité à maintenir la cohésion locale et institutionnelle. Dans un scénario optimiste, une consolidation nationale et une ouverture régionale émergent ici. Les dynamiques positives observées dans les villages comme Séhéno ou Bonsa s'intensifient, la reconstruction s'accélère, les communautés participent pleinement aux décisions et l'appareil étatique renforce son implantation dans les zones autrefois abandonnées. La coopération accrue avec les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, ouvre la voie à un front régional cohérent. Dans cette perspective, le pays devient une référence en matière de souveraineté et de résilience, attirant de nouveaux partenariats et stabilisant son économie locale. Dans un scénario pessimiste, un retour de l'instabilité est redouté. Dans cette version, les tensions internes ressurgissent, les fractures politiques se creusent et certains groupes armés trouvent de nouvelles fenêtres d'action. Les villages en reconstruction pourraient être ciblés à nouveau, ralentissant la relance économique et la confiance civile. L'isolement diplomatique ou des pressions extérieures accrues compliquerait davantage la gestion des ressources et la consolidation institutionnelle. La trajectoire redeviendrait incertaine, obligeant le pays à envisager un recours accru à des soutiens extérieurs. Pour beaucoup d'observateurs, les transformations en cours au Burkina Faso ne prennent sens qu'à travers l'expérience vécue par ceux qui les traversent. Le regard porté sur cette évolution varie selon les groupes, chacun lisant dans cette période troublée une part de ses propres attentes, inquiétudes ou responsabilités. Pour le groupe A, ceux qui ont vécu la peur, pour les familles ayant fui les attaques, la possibilité de revenir dans leur village représente plus qu'un simple retour physique. C'est la reconstruction d'un lien brisé avec leur terre, un espace où la vie quotidienne avait cessé d'exister. Ces habitants voient dans la sécurisation progressive des zones une ouverture fragile qui leur permet de réorganiser une existence où l'espoir ne dépend plus uniquement du lendemain. Pour le groupe B, ceux qui reconstruisent chaque jour, dans les communautés où les marchés rouvrent et où les champs reprennent vie, ce sont les gestes ordinaires qui portent la plus grande signification. Les agriculteurs qui retravaillent leurs patates, le beurre, les commerçants qui réinstallent leurs étals ou les enseignants qui reprennent leurs cours incarnent cette énergie, lente mais continue. Pour eux, la stabilité n'est pas seulement un objectif politique, elle est un besoin vital, une condition de survie économique et morale. Pour le groupe C, ceux qui observent et l'évaluent, pour les jeunes, les travailleurs et les habitants des villes plus éloignées des zones de conflit, cette période devient un test de résistance nationale. Ils voient les villages se relever, les infrastructures renaître, les communautés se réorganiser. Leur regard, parfois sceptique mais souvent curieux, oscille entre prudence et admiration pour cette mobilisation qui semblait improbable il y a encore peu. Ces 3 perspectives montrent qu'une même transformation peut résonner de façon multiple, selon les trajectoires vécues et les attentes portées par chacun. Pour que les avancées obtenues résistent aux tensions futures, une feuille de route structurée devient nécessaire. Cette trajectoire ne repose pas sur des paris lointains, mais sur des mécanismes déjà visibles dans les villages libérés et les communautés qui se réorganisent autour d'un socle commun.
Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, plusieurs étapes peuvent être consolidées afin de transformer les gains actuels en base durable. Il devient essentiel de renforcer la gouvernance locale. Les autorités locales, déjà réinvesties dans certains villages, doivent être dotées de marges de décision plus larges. L'objectif est de permettre une gestion directe des besoins urgents, sécurité des axes, réhabilitation des écoles, coordination des volontaires. La mesure principale, le nombre de villages capables de gérer leurs propres priorités sans intervention extérieure. Il est également crucial de stabiliser les infrastructures essentielles, routes, postes de sécurité réhabilités, écoles rouvertes. Ces éléments constituent la base minimale de normalisation. Les équipes mixtes civile-force régulière peuvent piloter ces travaux courts. L'indicateur principal, la fonctionnalité réelle des axes secondaires et le retour régulier des services civiques. La consolidation de la mobilisation communautaire reste indispensable. Les groupes de vigilance, déjà efficaces à Boul-du-Mouhine ou CNO, doivent être intégrés dans un protocole commun de coordination. Cela permet d'éviter les dispersions tout en maintenant leur rôle central dans la cohésion quotidienne. La mesure, la régularité des patrouilles locales et leur coordination avec les forces officielles. Le soutien à la relance économique locale constitue une étape déterminante. Le retour des marchés, des agriculteurs et des petites activités doit devenir une priorité parallèle à la sécurité. Un environnement économique actif renforce mécaniquement la stabilité. L'indicateur, le nombre de commerces et de terrains agricoles réactivés. Ces étapes simples, mais structurées, offrent une voie réaliste pour transformer un redressement fragile en trajectoire durable, dans les villages comme Boul-du-Mouhine ou CNO. Là où les premiers groupes de vigilance avaient repris les sentiers abandonnés, l'histoire reprend une forme presque circulaire. Ces mêmes habitants, qui avaient réappris à marcher sans craindre chaque détour, deviennent aujourd'hui les symboles d'une renaissance qui dépasse leur simple communauté. Leur résilience, mise à l'épreuve jour après jour, rappelle que les victoires militaires n'étaient que l'amorce d'une transformation plus profonde, celle qui se joue dans les gestes quotidiens, dans les terres retravaillées, dans les écoles rouvertes. Au centre de cette trajectoire, l'impulsion donnée par Ibrahim Traoré trouve un écho particulier. Sa vision, souvent présentée comme une exigence de souveraineté intérieure, ne se mesure pas seulement dans les opérations officielles, mais dans la manière dont les habitants reconstruisent leur dignité pierre après pierre. Les volontaires, devenus acteurs clés dans les premiers jours de la mobilisation, voient dans ce retour progressif à la normalité la preuve que leurs sacrifices ont une portée durable. Le pays avance encore sur un terrain fragile, mais chaque pas consolidé renforce l'idée que la cohésion humaine peut transformer un destin national. À l'échelle du pays, les transformations récentes dessinent un horizon encore fragile, mais porteur d'une dynamique nouvelle. Les communautés qui se relèvent, les volontaires qui maintiennent la vigilance quotidienne et les villages qui réapprennent à organiser leur vie collective montrent qu'une reconstruction profonde est possible, même après des années d'incertitude. Cette trajectoire ne dépend ni d'un seul événement, ni d'un seul acteur. Elle est le résultat d'un engagement diffus, tissé à travers les gestes ordinaires et les décisions locales.